Mali a inauguré ce lundi sa 9e mine d'or à Gounkoto, Sétacaille. Avec une capacité de production de plus de 51 tonnes d'or sur 8 ans, la mine d'or de Gounkoto devra conforter la place du Mali dans la production aurifère en Afrique et devra faire gagner à l'État 250 milliards de francs CFA. Les produits périmés inondent les marchés de Bamako, interdits à la vente et destinés à la destruction. Ces produits nous sont quand même vendus souvent à notre insu, alors qu'ils représentent un grand danger pour notre santé. En ce mois de Ramadan, la vigilance doit être de mise. Notre dossier dans ce journal. En ce 18e jour du Ramadan, la page santé du jour s'intéresse naturellement au jeûne et à la santé. Après le volet nutrition, ce soir nous parlons du volet jeûne et système digestif. Pouvant présenter plusieurs maladies, le tube digestif peut ou ne peut pas supporter le jeûne selon les circonstances. Les détails en fin de journal avec Tchessira Dambeli. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'ORTM. En ce lundi 6 août, je vous souhaite la bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, l'inauguration de la 9e mine d'or du Mali. Elle se trouve à Gounkoto, Sétacaille. La mine d'or de Gounkoto produira plus de 51 tonnes sur 8 ans, soit 6 tonnes et demie par an. Elle vise à conforter la place du Mali dans la production aurifère en Afrique et devra faire gagner à l'État 250 milliards de francs CFA en termes de recettes. La mine a été inaugurée ce matin par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, représentant le Premier ministre. Envoyés spéciaux à Gounkoto, Mohamed Diarra et Adama Keïta. Les populations de Gounkoto avaient rendez-vous avec l'histoire ce lundi 6 août 2012, une date désormais inscrite dans l'agenda minier du Mali. Elle marque l'inauguration de la mine d'or de Gounkoto, la 5e de la région de Caille et la 9e du Mali. L'inauguration de la mine d'or de Gounkoto, en ce moment difficile de l'histoire de notre pays, est un signal fort d'espoir et un signe d'engagement, une marque de confiance des investisseurs miniers à poursuivre les opérations d'exploration et d'exploitation dans notre pays. Gounkoto est situé à 27 km au sud de la mine d'or de Loulou et à 17 km de Kéniéba. Le gisement d'or couvre une superficie de 100 km². Le maire de Kéniéba, Mamadou Sarif Diallo, s'est réjoui de l'ouverture de cette unité industrielle, qui est un signe d'espoir pour la population, avant d'émettre des vœux, au nombre desquels l'ouverture d'une école professionnelle des mines à Kéniéba, le bitumage de la route Sokaï-Kéniéba. Des préoccupations sont toutes légitimes selon les responsables de Randgold Resources. Pour ces derniers, les industries minières contribuent à asseoir la balance économique du Mali. À ce jour, la zone minière de Lula et Gounkoto ont contribué tous deux à hauteur de 500 milliards de francs CFA dans l'économie malienne et parallèlement ont contribué à la création d'emplois et ont contribué dans l'amélioration des impôts. La mine de Gounkoto a une durée de 8 ans avec des possibilités d'extension. Pendant cette période, l'État malien bénéficiera de 250 milliards de francs CFA en termes de recettes, dont 6 milliards et demi pour l'année en cours. Plus de 650 emplois directs sont créés. C'est donc dire que cette mine vient conforter la position du Mali en matière de production aurifère en Afrique. La réalisation de cette mine permettra de conforter la position de troisième producteur d'or africain de notre pays, après l'Afrique du Sud et le Ghana, et de raffermir la contribution du secteur minier à l'économie nationale pour près de 70% des recettes d'exportation et environ 8% du produit intérieur brut. Randgold détient 80% des actions et les 20 autres reviennent à l'État malien. Le minerai, après extraction, est concassé sur place à Gounkoto puis transporté à Loulou pour le traitement. L'avantage de ce circuit est de minimiser les coûts d'investissement, qui passeront de 115 milliards de francs CFA à 41 milliards, et du coup lutter contre la destruction de l'environnement. La mine de Gounkoto n'utilise pas du cyanure, donc, parce que cette mine-là, son minerai est traité à Loulou. Donc sur cet aspect, on n'a pas beaucoup d'impact par rapport à l'utilisation des produits chimiques parce que nous n'en avons pas. Pour joindre la théorie à la pratique, les ministres ont assisté à la coulée d'or à la société minière de Loulou. Le lingot produit pèse 22 kg. Malgré donc l'existence des 5 zones minières, la région de Caille reste pauvre en infrastructures routières, l'une des grandes préoccupations des populations.
Voilà de quoi booster notre économie avec les 51 tonnes que va produire la mine de Gounkoto. Avant de se rendre au Niger, nous allons vous faire passer donc ce message du président de la République par intérim qui a adressé un message de félicitations à son Excellence, Monsieur Patrick Allen, gouverneur général de la Jamaïque. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Vous le savez, 4 de nos ministres sont à Niamey, au Niger. Sur place, ils se sont entretenus avec les autorités nigériennes sur les voies et moyens pour une meilleure prise en charge des réfugiés maliens. D'ailleurs, ils les ont rencontrés à Niamey. Ce sont en général des enseignants, des élèves, des élus ou encore des commerçants qui sont dans des conditions très difficiles. Ils ont interpellé le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées qui leur a promis des solutions urgentes en concertation avec le pays d'accueil. Envoyés spéciaux à Niamey, Suleiman Kenza Sidibé et Abdul Salam Bambara. Le ministre de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées et ses collègues de l'Éducation nationale, de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine ont échangé 3 heures durant sur les problèmes que peuvent rencontrer les Maliens réfugiés ou déplacés du Nord Mali au Niger. Les réfugiés ou déplacés sont des vieilles personnes, des commerçants, des jeunes diplômés, des enseignants et des élèves. Grosso modo, les difficultés portent sur le manque de vivres. Pas en quantité suffisante au niveau des camps des réfugiés, le salaire des enseignants déplacés, les élèves n'ayant pu faire les différents examens au titre de l'année scolaire 2012-2013, et les femmes qui ont perdu leur mari mais ayant en charge plusieurs enfants. Elles ne travaillent pas et sont sans ressources. Quant aux solutions préconisées, le ministre de l'Action humanitaire pense qu'il faut recadrer les choses. Un réfugié, celui qui vit dans un camp, est détenteur d'une carte du HCR. Donc, il y a lieu de bien identifier tous les Maliens déplacés pour une prise en charge efficiente des besoins, a conclu le docteur Mamadou Sidibé. Le ministre de l'Éducation, abordant la question des élèves, informant qu'une séance spéciale sera organisée à leur intention dès que possible. Des concertations seront menées avec les autorités des pays d'accueil pour permettre également aux enseignants de pouvoir dispenser des cours dans les différents camps de réfugiés. Justement, à propos des camps, la délégation se rend dans celui de Abala, dans le département de Filengue, à 250 km de Niamey. Nos ministres sont donc au Niger pour évaluer la situation de nos réfugiés et leur trouver des solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Retour au Mali avec cette condamnation. Le gouvernement condamne donc énergiquement l'agression physique de Malik Aliou Maïga, animateur de la radio Adar Koima à Gao, et la tentative d'amputation de la main d'un prétendu voleur le dimanche 5 août par des groupes extrémistes armés qui occupent illégalement la ville. Le gouvernement réaffirme son attachement à la liberté de presse ainsi qu'à la laïcité irréversible de l'État malien. Les flagellations, l'homicide par lapidation, tout comme cette tentative d'amputation démontrent l'incapacité des occupants à imposer leurs lois destructrices et leur foi douteuse à des populations qui rejettent leur présence sans équivoque. Le gouvernement tient à redire à ses compatriotes vivant au nord du Mali qu'ils continuent de travailler d'arrache-pied pour la reconquête totale des zones occupées et la restauration de l'autorité de l'État dans le septentrion du pays. Nos forces armées et de sécurité ainsi que nos partenaires sont mobilisés à cet effet. Le gouvernement tient à assurer l'opinion nationale et internationale que rien ne divertira son attention de la tragédie en cours à Gao, Tombouctou et Kidal. Il demeure plus que jamais déterminé à se débarrasser des terroristes ainsi que des narcotrafiquants qui posent des actes inqualifiables dans ces régions. À l'instant donc, la condamnation du gouvernement du Mali face à la situation qui prévaut dans le nord de notre pays. Parlons à présent de l'actualité en 5e région. Le programme alimentaire mondial et CARE International au Mali volent au secours des femmes de Mopti et de Sévaré. Elles viennent de bénéficier d'une importante quantité de vivres pour un coût de plus de 60 millions de francs CFA. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Moustapha Doumbia. Le programme Vivre contre le travail, cash contre le travail,
met à la disposition des organisations féminines de Mopti et Sévaré 100 tonnes de vivres et près de 12 millions de francs CFA pour l'achat de petits matériels d'assainissement. Il s'agit d'un programme exécuté par la Direction régionale de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant en partenariat avec le programme alimentaire mondial et CARE international au Mali. En fait, nous avons initié un projet d'assainissement de la ville de Mopti et de Sévaré, compte tenu vraiment des problèmes d'assainissement que la ville de Mopti connaît. Donc dans cette initiative, nous avons approché des partenaires qui nous ont appuyés en termes de vivre contre travail. L'opération qui s'étend sur une période de 2 mois porte sur l'assainissement et le curage des caniveaux de Mopti et Sévaré. Elles sont 110 associations féminines de la commune de Mopti à être concernées par cette opération. J'étais très touché par ce que j'ai vu ce matin. C'est très important ce qu'on fait ici pour contrôler les maladies comme le choléra, le nettoyage de la ville, surtout pendant cette saison, la saison de pluie. USAID is very pleased to be able to... L'USAID est très heureuse de soutenir les efforts faits par les femmes de la région de Mopti à travers les projets qu'elle a vus aujourd'hui. That's how positive change can happen. La représentante des organisations féminines de la commune de Mopti a quant à elle remercié les partenaires techniques et financiers pour cet appui. Voilà un don qui va bien aider les femmes de Mopti et de Sévaré. Autre cérémonie de remise, mais nous parlons cette fois de remise de prix aux 6 meilleurs candidats du concours coranique Al-Kourafi. C'était hier dimanche à Kati, organisé par l'Agence des musulmans d'Afrique. Cette 6e édition a regroupé les participants venus de l'ensemble des régions du Mali, excepté celle de Tombouctou. Les critères qui ont prévalu à la sélection des lauréats sont entre autres la bonne prononciation des mots et l'assimilation des versets du Saint-Coran. Cette action s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'enseignement coranique au Mali. La cérémonie était couplée à la remise de vivres à des fidèles musulmans, une manière de les accompagner en ce mois béni de Ramadan. À présent, l'actualité hors de nos frontières avec l'attaque d'un camp militaire à Abidjan en Côte d'Ivoire qui a fait 7 morts. L'attaque menée par des assaillants non identifiés contre un camp militaire d'Abidjan survient au lendemain d'assauts et ont tué 5 soldats dans un autre quartier. Attention, les premières images de ce reportage peuvent choquer. Carnage dans le camp d'Akwedo, au nord d'Abidjan. Les militaires qui reçoivent les journalistes montrent les cadavres de leurs frères d'armes, victimes d'une attaque menée au petit matin. Il y aurait au moins 7 morts, dont un des assaillants. Les victimes se trouvaient au poste de garde, aux 2 entrées. Certains soldats ont été surpris dans leur sommeil. Parmi les hommes qui se trouvaient cette nuit à l'intérieur du camp, la colère se mêle à la consternation, car beaucoup n'étaient pas armés. On vit ici avec des ennemis. Nous, on vit ici avec des ennemis en disant que c'est l'armée. Et c'est les mêmes gars qui viennent nous tuer matin, midi, soir. Parce qu'ils savent qu'on n'a pas d'armes. Ils ont tout pris pour mettre dans les magasins. Le camp d'Akwedo, qui porte encore les traces de la crise de 2011, abrite les forces de l'ONUCI, mais aucun casque bleu n'a été touché. En ce qui concerne l'identité des assaillants, aucune information n'est disponible pour l'instant. Le ministre de la Défense indique seulement que l'armée est à leur poursuite. Malheureusement, ils ont pu maintenir une présence pendant longtemps, mais Dieu merci, nos hommes sont venus en renfort, les généraux ont envoyé des renforts, et autour de 5 h du matin, nous avons pu repousser ces assaillants. Et actuellement, des ratissages et des battues sont en cours dans les villes et quartiers avoisinants. Autour du camp, les habitants qui ne savent pas ce qui se passe manifestent leur inquiétude. Même si l'insécurité a diminué depuis 2011, trop d'armes circulent. On a peur, même quand on sort, il est 20h, 21h, on a peur. Une fois qu'on voit les voitures passer, on a peur. Même quand tu sors, même tu es en taxi, mais tu as peur. L'assaut contre le camp d'Akwedo, à la veille de la fête nationale, fait suite à 2 attaques menées dimanche contre un commissariat et un poste de l'armée dans le quartier de Yopougon qui ont fait 5 morts. Et à la veille de la fête nationale du pays, les autorités ivoiriennes mettent tout en œuvre pour sécuriser la ville. Nous restons sur le continent avec l'essentiel de l'actualité du jour, cette fois en bref et en images.
Lassé d'être la cible de violence, le comité international de la Croix-Rouge en Libye a décidé de quitter temporairement les villes de Misrata et de Benghazi. L'annonce intervient après l'attentat hier à l'arme lourde du bâtiment de l'organisation à Misrata. L'attaque perpétrée par des inconnus n'a fait aucun blessé, mais a très fortement endommagé les locaux du CICR. C'est la 5e fois que l'association humanitaire est attaquée en Libye en moins de 3 mois. Traités sans ménagement, ces opposants tunisiens ont été violemment dispersés par la police hier à Tunis. Ils étaient des centaines à manifester contre le nouveau gouvernement, dominé par les islamistes du parti Ennahda, accusés de violer la liberté d'expression. La manifestation avait été interdite par la police, mais ça n'a pas empêché les contestataires de crier leur colère dans l'avenue Habib Bourguiba, symbole de la révolution. Bravo aux coureurs kenyans et dans un instant, nous parlerons d'un autre athlète entré dans l'histoire hier dimanche. Mais en attendant de rejoindre Londres, restons à Bamako où les marchés sont de plus en plus inondés de produits périmés, produits qui représentent un grand danger pour la santé des populations. En ce mois de Ramadan, la vigilance doit être de mise. Pourtant, la loi interdit la vente des produits périmés au Mali et prévoit des contraventions qui peuvent aller de 200 000 à 10 millions de francs CFA. Malgré tout, cela n'inquiète pas certains commerçants qui continuent de vendre ces produits. Notre équipe de reportage est allée à la rencontre des acteurs concernés par la question. C'est le dossier de cette édition signé Bourama Traoré. Animation habituelle des marchés de la capitale. Mais en ce mois de Ramadan, l'atmosphère est beaucoup plus surchauffée. Les produits prisés pendant ces mois bénis se vendent comme des petits pains. Entendez par là le lait, le sucre, les boîtes de conserve et autres denrées. Seulement, l'origine et la qualité de ces produits sont source d'interrogation, témoignage de certains consommateurs. Surtout tomates concentrées, loroti la koni. Awo imana daile ado daile ibita soro anya finindo liya walman ya kenana abi guweradi kana maula ibadon o di sen fe ka foko fencheni ndo kwa. Ne do sandu era mai kalbi ko. Ya suru ba ko sega ji de ba kono ko. Amma sega no fa ya fli. Sungolo ngoni mana se doro ko pour dati bono de feri. D'un constat général, les marchés de Bamako sont de plus en plus inondés de produits périmés, c'est-à-dire produits dont la date de consommation est dépassée. Ces chiffres sont assez édifiants. Cette année, au premier trimestre, les secteurs ont eu à saisir 120 tonnes de cubes magie périmés. Et en plus de cela, on a eu aussi à saisir, courant premier trimestre toujours, 25 tonnes de denrées alimentaires périmées. En 2011, nous avons saisi plus de 10 tonnes de viande qui étaient de mauvaise qualité. Ce n'est pas facile de trouver les produits périmés sur les marchés. Les commerçants approchés se défendent et conseillent même ceux qui se livrent à cette activité illégale. Donc, bagi gam mlange mlan dati nyumai baram do baramay ni fen dati bana wa amba ngo black refe ngana ni fe dati ma parce avec quelque fait gam mo fena bana quoi. Difficile donc de savoir la provenance réelle des produits périmés qui pullulent les marchés. Toutefois, l'unanimité s'est faite autour d'un élément, la chaîne de distribution serait à l'origine. Ce n'est pas le fabricant du produit qui le fait, mais surtout ceux qui sont chargés de la distribution et qui ont un esprit plutôt mercantile et qui se soucient peu de la santé des populations. Une date ne doit pas être surchargée, il ne doit avoir aucune rature, elle doit être bien visible et nette. Ça doit être compris de tout le monde. Dès que vous voyez que la lecture de la date pose problème, déjà dites-vous que ce produit est suspect. Pourtant, la loi est très claire. La vente des produits non conformes à la consommation est formellement interdite au Mali. Un manquement à cette loi est passible d'une contravention ou même d'un emprisonnement ferme. La loi, non seulement elle prévoit, elle interdit, mais elle sanctionne. Elle sanctionne et l'amende peut aller jusqu'à 10 millions dans certains cas. Au-delà de la saisie du produit. Ce texte réglementaire est-il réellement appliqué sur le terrain, s'interrogent certains consommateurs. En réponse, les services en charge du contrôle des produits périmés évoquent un manque de moyens. Les moyens logistiques et humains, je dois à la vérité de vous dire que nous n'en avons pas beaucoup. Non.
Aujourd'hui, au niveau même de la division, nous n'avons pas de moyens de déplacement. Et au niveau des secteurs, les agents font pratiquement de boutique en boutique à pied. Et souvent, il y a quelques motos qui sont mises à leur disposition. Le problème de carburant souvent se pose. Trouver une solution à ces difficultés s'avère nécessaire pour préserver la santé des populations. La consommation des produits périmés engendre plusieurs pathologies. La plus fréquente est le botulisme. Le botulisme, c'est dû à un germe qu'on appelle le Clostridium botulium. Ça va entraîner des troubles oculaires. La personne peut voir flou ou bien un aspect de vision double, mais également la personne aura des difficultés à avaler et aussi des troubles respiratoires qui sont surtout graves, qui va nécessiter une hospitalisation du malade dans un service de réanimation. Après le botulisme, on a aussi les salmonelloses. La plupart communément, les gens disent fièvre typhoïde. Ça aussi, ça peut engendrer une pathologie grave dont l'évolution peut aller jusqu'au collapsus par la déshydratation. Face à cette menace, la vigilance des consommateurs reste le seul garant de sécurité, car, dit-on, la santé n'a pas de prix. Ce mois de carême-là est un mois très très propice pour nous, vraiment, de nous adresser aux consommateurs, de les sensibiliser davantage, afin de faire attention aux produits pré-emballés. Nous ne disons pas de ne pas acheter les produits emballés. Il y a les produits pré-emballés qui sont bons. Donc nous ne cessons jamais vraiment d'attirer l'attention des consommateurs, d'être vigilants. Les produits impropres à la consommation, une fois saisis, sont remis à la commission régionale de destruction des produits alimentaires périmés du district de Bamako. Cette commission, présidée par le gouverneur du district, procède à son tour à leur incinération. La dernière destruction qu'on a eu à faire au mois d'avril, qui concernait 120 tonnes de cubes Jimbo. Et ensuite, il y avait eu 25 tonnes de produits alimentaires, de produits laitiers, de produits de tomates et autres, en tout cas avariés. Donc c'est pour vous dire que les quantités qu'on peut détecter sur le marché sont souvent très importantes. C'est dire que le défi est encore grand. Il faudra donc une volonté politique forte pour mener une lutte efficace contre les produits non conformes. Voilà, maintenant vous êtes avertis, la vigilance est de mise. Ces produits sont souvent vendus à moindre coût. Ne vous laissez pas tenter, il y va de votre santé. Avant d'ouvrir la page sport de cette édition, cette importante information apportée à votre attention, le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal payés sur le budget d'État et sur billetage que 2 pôles sont retenus pour le paiement des salaires du mois de juillet 2012. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements suffiront les mardis 7 et mercredi 8 août à partir de 9 h dans les points suivants. Les SICA pour les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales de la région de Tombouctou, le lycée Askia Mohamed pour les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales de la région de Gao et le lycée Ba Aminata Diallo pour les fonctionnaires et contractuels des collectivités territoriales de la région de Kidal. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements débuteront le lundi 13 août à partir de 9 h et jours suivants, mardi, mercredi et jeudi, au gouvernorat de région. Le directeur général du budget s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Nous ouvrons la page sport. Tout d'abord, football. Plus que quelques journées pour mettre fin au championnat national saison 2011-2012. Si les 2 premières places sont connues, tout reste à jouer pour la 3e place à laquelle plusieurs formations prétendent en vue de sortir de la saison prochaine en Coupe de la Confédération. En revanche, au bas du tableau, il s'agit de chercher la 3e équipe devant accompagner l'AS Police et le Stade malien de Sikasso en 2e division. Voyons le reste de l'enjeu du championnat national avec Aldjumatina. Il ne reste plus que 2 journées pour achever le championnat national saison 2011-2012. Mais d'ores et déjà, le titre des champions est pour le Djoliba Athletic Club. La 10e place qualificative pour la Ligue des champions, elle, est revenue au Stade malien de Bamako.
Mais là où il y a désormais tout l'intérêt, c'est bien la troisième place menant à la Coupe de la Confédération. Et au bas du tableau, la troisième équipe devant accompagner l'AS Police et le Stade Malien de Sikasso en seconde division. Troisième depuis la 18e journée, le 7 de Golonfla, 47 points, est désormais sous la menace des 4 prétendants. Ces formations sont ainsi susceptibles de finir sur le podium. Il s'agit de la Jeanne d'Arc de Bamako et de l'association sportive de Bamako. Avec 43 points chacune et un match en retard, la JA et l'ESCO sont à 4 points du troisième, le 7 de Golonfla. Elles sont suivies de l'AS Bakaridjan, 5 points de retard et un match à jouer. Puis du club olympique de Bamako, 8 points de moins, mais 2 rencontres en retard. Par ailleurs, pour la relégation, il reste à trouver l'unique club pour descendre en division inférieure, en compagnie de l'AS Police et du Stade Malien de Sikasso. Avec 23 points, le Siki de Kai est tout proche de la relégation. Viennent ensuite le Nyanan de Koulikoro, 27 points, et du centre Salif Keita, 28 points. En tout cas, 2 enjeux énormes, mais de portées différentes, dénotent désormais l'intérêt de la Ligue 1. En la matière, les 2 dernières journées nous édifiera davantage. Voilà, bientôt donc nous connaîtrons les derniers tableaux du championnat national. Toujours en sport, nous nous intéressons au basketball. L'entraîneur des Aigles Hommes, José Ruiz, était face à la presse ce matin. Le technicien français a expliqué aux journalistes les choix de la sélection et la préparation de son équipe en vue des éliminatoires zone 2 de l'Afrobasket Abidjan 2013. Koudji Sibi était à la conférence de presse. L'Afrobasket masculin 2013 passe par la phase éliminatoire au niveau de la zone 2 du 12 au 22 août à Praia au Cap-Vert. 4 prétendants pour 2 places qualificatives, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Les Aigles sont dans la dernière ligne de droite de préparation. Après un premier stage à Paris en France, l'entraîneur José Ruiz, champion 2007 avec les dames et finaliste de l'Afrobasket féminin à Madagascar, a fait une première sélection de 15 joueurs. On a essayé de faire un groupe pour cette sélection qui soit un groupe évolutif sur 2 axes. La première, de constituer un groupe dans le temps. Une sélection, ce n'est pas une équipe de club, c'est une équipe qui doit durer. Donc il y a la première génération qui nous quittera dans 1 ou 2 ou 3 saisons. Il y a donc la dernière génération qui va arriver, qui sont les talents en devenir, qui seront peut-être un peu justes aujourd'hui, mais on sait que demain, ils seront les piliers de l'équipe. Faire mieux à la CAN 2013, tel est l'objectif des joueurs maliens qui n'ont occupé que la 9e place en 2011 à Madagascar. Pour ce faire, il faudra repartir sur de nouvelles bases en oubliant surtout les problèmes internes et la mauvaise gestion au niveau de l'administration. On n'avait pas d'objectif ou pas de règles posées sur papier. Or qu'aujourd'hui, on a tout posé sur papier, les joueurs et puis les coachs. Donc on connaît nos objectifs. On sait ce qu'on a à faire, on en a discuté aussi avec le président. Aujourd'hui, les choses sont claires, tout a été mis sur papier. L'année dernière, on est parti à la CAN avec une préparation qui a été moins bonne que cette année et rien sur papier. Donc on est parti là-bas dans le flou. C'est la différence. À Praia, il y aura 3 favoris pour les 2 places en Cannes. Le Cap-Vert, le Mali et le Sénégal. À moins qu'ils soient sauvés par les wildcards de FIBA Afrique, le 3e dira adieu à l'Afrobasket masculin Abidjan 2013. Il faut donc mettre tous les atouts de son côté. Ce qu'on les a notifié hier, en tout cas avec l'accord du ministère des Sports, c'est qu'il y a 3 types de primes qu'on a. Donc la prime de sélection, elle est fixée à 500 000 francs par joueur. Et les primes de victoire qui sont à 75 000. Match gagné. S'il y a qualification, c'est 1 million. Par rapport à la prime de victoire, je ne peux pas m'aventurer sur des taux. Signalons que la conférence de presse a pris fin par la remise d'équipements à l'équipe nationale. Maillot offert par Mohamed Tangara, le pivot des Aigles qui évolue aux États-Unis.
Voilà, vivement 2013. Autre actualité sportive, plus précisément olympique, avec cette victoire historique d'Usain Bolt qui a conservé l'or olympique sur 100 mètres en 9 secondes 63, soit 6 centièmes de mieux qu'en 2008. Il rejoint Carl Lewis dans la légende. 4 ans après Pékin, Usain Bolt a 25 ans. Il reste le patron du sprint. Il est sans doute même le plus grand désormais. Depuis hier dimanche, Bolt a fait du Bolt. Voilà, Usain Bolt, l'éclair, n'a pas laissé de chance aux 7 autres concurrents qui ont bien tenté de résister, mais la locomotive jaune de la Jamaïque leur est passée devant. Sport rime avec santé. Nous ouvrons donc notre page santé. En ce 18e jour de jeûne, la chronique du jour nous parle du jeûne et de notre système digestif. Pouvant présenter plusieurs maladies, le tube digestif peut dans certains cas supporter, dans d'autres cas ne peut pas supporter le rituel. C'est pourquoi le jeûne est souvent conseillé et souvent déconseillé par les médecins. Focus Santé, une réalisation de Tessira Emmanuel Dambéli. Ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil, en plus de sa valeur spirituelle, est d'une importance capitale. Cela permet à l'organisme de se reposer, de se désintoxiquer et de se régénérer. Mais le jeûne peut aussi représenter des risques et les spécialistes conseillent une préparation à ce rituel. Les personnes qui le souhaitent doivent observer une préparation alimentaire qu'on appelle la préparation alimentaire de descente. Et cette alimentation doit consister à éviter toute consommation de protéines animales et ensuite de produits laitiers, mais également les céréales. Et cela doit se faire 5 à 7 jours avant le début du jeûne. Mais également, à côté de cette restriction alimentaire, il faut que la personne se prépare à boire au moins 2 litres d'eau par jour entre les repas. À chaque étape de la journée de jeûne, des attitudes spécifiques. Le repas qui introduit le jeûne tôt le matin doit être consistant. Importante aussi devrait être la consommation d'eau en cette période, l'organisme supportant mieux un manque d'aliments qu'un manque d'eau. À la rupture du jeûne, le choix devrait être porté sur les liquides, spécifiquement les tisanes, pour solliciter le tube digestif. Même à la rupture du jeûne, ce qui est important, ce n'est pas de trop se gaver, car cela peut entraîner des perturbations au niveau du tube digestif, surtout que naturellement, la nuit, le tube digestif doit se mettre au repos, et lorsqu'on se gave, on risque de lui donner beaucoup de travail, et ça peut entraîner des conséquences qui peuvent perturber le tube digestif. Cependant, le jeûne peut ne pas être supporté par certains segments du système digestif. C'est ainsi que les maladies de l'œsophage, le défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage, le cancer de l'estomac, une opération récente à l'estomac, les ulcères gastro-duodénaux et autres lésions authentifiées constituent des contre-indications au jeûne. Les œsophagites liés au reflux gastro-œsophagien peuvent par contre aller avec le jeûne selon les spécialistes, mais si ces maladies sont cicatrisées, il faut tout de même encadrer médicalement son jeûne. Il faut l'encadrer, donc par la prise de certaines mesures hygiéno-diététiques. En particulier, il faut éviter de trop manger le soir quand on a des problèmes de reflux gastro-œsophagien avec une œsophagite. Il faut consommer des aliments mixés. Il faut aussi l'utilisation de certains médicaments, en particulier ce que nous appelons les prokinétiques, qui permettent d'accélérer le transit œsophagien afin que l'aliment ne stagne pas trop longtemps au niveau de l'estomac et pour ne pas refluer. Mais surtout, j'insiste, il y a des médicaments qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons, des antiacides, qui sont très efficaces pour pouvoir encadrer les patients qui souffrent d'œsophagite avec reflux gastro-œsophagien. Par contre, le jeûne peut aider à gérer le syndrome du côlon irritable appelé colopathie fonctionnelle. Là, il faut savoir que les aliments, la mise au repos des intestins va favoriser premièrement une reconstitution de la flore
intestinale, mais permet aussi d'éliminer les toxines et entraîne un amendement des phénomènes inflammatoires au niveau du tube digestif. Donc, le jeûne est préconisé dans la colopathie fonctionnelle car il permet justement de diminuer considérablement tous les symptômes et les désagréments liés à la colopathie fonctionnelle. Donc, c'est quelque chose qui est préconisé. Mais pour le diabète, c'est le type dû au surpoids qui est compatible avec le jeûne. En tout état de cause, quand on n'est pas en très bonne santé, mieux vaut encadrer son jeûne. Pour les médecins, les femmes enceintes, celles qui allaitent et les enfants en âge de croissance ne devraient pas jeûner, de même que ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire de type anorexie ou boulimie. Merci Tchessira. Toujours est-il que si vous êtes malade, il faut consulter avant de jeûner. Ce conseil met fin à cette édition qui avait pour ouverture l'inauguration de la mine d'or de Gounkoto. C'est à Caille, la mine d'or qui devra produire 51 tonnes d'or sur 8 ans. C'est tout pour cette édition. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans les éditions du soir. Un clin d'œil à nos téléspectateurs qui nous suivent depuis les Amériques. Et merci à tous de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation, surtout en cette période de Ramadan. Merci à tous et à demain.